Alors, rebonjour à tous, bienvenue à cette seconde partie du forum sur le renforcement du leadership de Montréal, notre métropole. Cet après-midi, nous aborderons ensemble la vaste question du cadre financier requis pour la mise en œuvre du plan de développement de Montréal présenté par la Ville. Mon nom est Louise Roy, je suis présidente de l'Office de consultation publique. Et pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, permettez-moi de vous présenter rapidement mes collègues membres de la commission. Jean Burton, qui est assis au centre, il est commissaire à l'Office depuis de nombreuses années et possède une grande expérience dans le domaine de l'environnement et du développement durable. Et c'est lui qui va assurer la présidence de la commission. Irène Saint-Mars, qui vient de l'École d'architecture de paysage de la Faculté d'aménagement de l'Université de Montréal, où elle était professeure titulaire. Elle a assumé des fonctions de vice-rectrice aux études de l'Université de Montréal et de doyenne de la Faculté de l'aménagement. Alain Duhamel, qui a fait une longue carrière comme journaliste, domaine dans lequel il est toujours actif. Il est détenteur d'un baccalauréat en sciences politiques de l'Université d'Ottawa et diplômé en communication de l'Université Saint-Paul. Je voudrais aussi vous présenter les collègues de la Ville de Montréal qui sont ici pour répondre aux questions sur le cadre financier. Alors, ils sont assis à la table juste ici, en diagonale. Il y a M. Sylvain Ducas, qui est directeur de la Direction de l'urbanisme et du développement économique. M. Sylvain Gouin, qui est directeur planification stratégique financière. Et M. Gildas Baguidi, qui est chef de division planification financière à la Ville de Montréal. Alors, ils pourront répondre à vos questions et même entrer en dialogue aussi avec les panélistes un petit peu plus tard. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les consultations de l'Office, vous ne le savez pas, je vous le dis rapidement, notre processus se déroule en 2 temps. Une première phase destinée à l'information du public et une seconde à l'audition des opinions. Nous en sommes cet après-midi à la 3e session de la phase information. La Ville a présenté hier soir son projet de plan de développement de Montréal et nous avons abordé ce matin le thème général du leadership de Montréal comme métropole, plus particulièrement sur les conditions permettant à Montréal d'affirmer et de renforcer son leadership. Pour ceux et celles qui souhaiteraient voir la présentation que la Ville a faite hier de son plan de développement, vous pouvez aller sur le site Internet de l'Office. Tout est web diffusé. Alors, ça l'était hier soir et ça l'est aujourd'hui aussi. Et donc, vous pourrez revivre la présentation de la Ville de Montréal sur le site Internet. Alors donc, on poursuit cet après-midi en abordant la question du cadre financier, c'est-à-dire la question des moyens à mettre en place pour assurer la réalisation de nos ambitions d'avenir et plus particulièrement celles identifiées au plan. La mise en œuvre du plan de développement nécessitera des investissements municipaux considérables dans les infrastructures, y compris celles qui sont liées au transport en commun, dans les équipements collectifs et dans l'aménagement du domaine public. Ces investissements se réaliseront en bonne partie dans le cadre des programmes triennaux d'investissement, mais ils mettront également en contribution les budgets d'opération. À terme, tous ces investissements auront des effets positifs sur l'économie montréalaise et donc sur les finances publiques de notre ville. Mais il n'en demeure pas moins que d'ici là, il faut dégager les ressources nécessaires pour réaliser les projets et les programmes présentés. C'est ce dont il s'agit dans le cadre financier. Alors, le plan évoque diverses pistes à cet égard et parle de contributions qui sont requises de la part de différentes parties concernées. Évidemment, les contribuables montréalais, à même principalement l'impôt foncier, les gouvernements du Québec et du Canada par le biais de programmes de subventions et de transferts, dont on évoque le rehaussement possible. Le gouvernement du Québec, encore, par le biais de nouveaux outils fiscaux qui permettraient la réalisation d'éléments particuliers du plan. Les promoteurs immobiliers, enfin, avec qui on souhaite établir des ententes particulières soutenant le développement immobilier. Bref, la table est mise pour réfléchir ensemble aux moyens de financer le plan de développement et à travers cette question, voir si la fiscalité montréalaise, telle qu'elle est conçue, donne les outils qu'il faut pour faire face aux défis du 21e siècle. C'est ce à quoi notre conférencière et nos panélistes de cet après-midi nous convient. Dans quelques minutes, nous allons entendre comme conférencière Mme Peggy Bachmann. Elle est juste ici à côté de moi. Mme Bachmann est directrice générale de l'Union des municipalités du Québec. Elle nous présentera les priorités énoncées par le livre blanc sur la réforme municipale rendu public récemment par l'UMQ. Tout en tenant compte du plan de développement de Montréal, elle insistera sur les propositions concrètes qui visent une réforme fiscale et financière en vue d'adapter les moyens dont disposent les municipalités québécoises à leurs responsabilités.
Par la suite, notre panel permettra de poursuivre la réflexion sur une stratégie de financement du PDM autour de 3 questions. Peut-on parler d'un sous-financement sur le territoire de Montréal, des diverses missions assumées par l'État québécois, comme par exemple l'éducation, la culture ou encore la santé? Montréal utilise-t-elle bien sa fiscalité? Sera-t-elle notamment en mesure de financer le PDM à partir des outils fiscaux dont elle dispose et des sources de financement actuelles en provenance de Québec et d'Ottawa? Peut-on envisager de nouvelles sources de revenus, par exemple de nouveaux outils fiscaux, mais aussi de nouveaux programmes de subvention ou de transfert, ou à tout le moins une augmentation des sommes disponibles à même les programmes actuels? Il faut se rappeler que parmi les priorités énoncées par le plan, la réfection des infrastructures municipales et celle du réseau de transport en commun occupent une place importante. Permettez-moi de vous présenter donc les membres de notre panel. Madame Danielle Ripaud, conseillère stratégique, planification et recherche à la Conférence régionale des élus de Montréal. Monsieur Jean-Philippe Meloche, à l'extrême gauche de la table, professeur adjoint à l'Institut d'urbanisme, Faculté de l'aménagement, Université de Montréal. Et Monsieur Pierre J. Hamel, du Centre Urbanisation, Culture et Société de l'INRS. Alors, voilà. Pour ceux qui voudraient se brancher sur Internet, je vous en parlerai un petit peu plus tard. J'en ai déjà parlé ce matin. On a plusieurs outils à mettre à votre disposition. Alors, si vous voulez bien, on va entendre maintenant Mme Bachmann, notre conférencière invitée. On va essayer de ne pas commencer avec... Alors, merci. Bonjour à tous. Alors, c'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui d'avoir cette tribune et pour l'Union des municipalités, d'avoir cette tribune de participation citoyenne pour venir présenter les fruits de la réflexion qu'on a menée dans le cadre du livre blanc sur l'avenir des municipalités. Alors, comme on m'a demandé aujourd'hui de traiter vraiment spécifiquement de la question des finances et de la fiscalité, je vais vraiment me concentrer là-dessus. Mais avant de venir vraiment dans le vif du sujet, je voulais vous présenter un petit peu l'ensemble de la démarche pour vraiment bien comprendre d'où viennent ces propositions. Je pense que c'est très important, surtout dans une démarche de participation citoyenne. Alors, tout d'abord, pourquoi l'UMQ a lancé ce projet de livre blanc sur l'avenir des municipalités? Il y avait vraiment 2 éléments, comme vous pouvez le voir sur la diapositive. Il y avait évidemment le contexte de confiance ébranlée dans le milieu municipal. Je pense que ce serait de se mettre la tête dans le sable pour dire que le contexte n'était pas là. Alors, il y avait vraiment une volonté de la part de l'Union de renouveler cette confiance-là, de proposer une nouvelle vision des municipalités pour l'avenir. Donc, de sortir un petit peu la tête de l'eau et d'essayer de voir vers l'avant. Donc, il y a vraiment cette volonté très importante. Il y avait également un constat qu'on faisait depuis déjà assez longtemps et qu'on souhaitait réaffirmer, on souhaitait aller plus loin. C'est le constat de l'évolution des responsabilités des municipalités en général et Montréal, évidemment, en particulier. Alors, les municipalités, à l'origine, c'était vraiment des responsabilités, ce qu'on appelle, nous, liées au bâtiment, liées à la propriété. Donc, bon, l'eau potable, on a vécu un événement récemment, mais ça fait partie des fonctions de base, mais s'ajoutent maintenant toutes les questions environnementales, évidemment le déneigement, l'entretien de la voirie, etc. Donc ça, c'est vraiment des fonctions traditionnelles des municipalités. Et depuis quelques décennies, ces fonctions se sont beaucoup élargies. Je prends l'exemple, les loisirs. Il y a toujours eu des services de loisirs dans les municipalités, mais qui souvent se résumaient à l'entretien d'un petit parc de quartier qui était destiné aux familles. Maintenant, il y a une gamme extrêmement étendue de loisirs. On parle des camps de jour, on parle d'adapter des services aux personnes âgées, etc. Donc, un éventail de responsabilités qui a beaucoup évolué, je vais vous en reparler, et qui maintenant s'étend au domaine social, particulièrement à Montréal, social, parfois même de santé, quand on parle de transport actif, etc., on parle de santé des citoyens. Donc, un domaine extrêmement varié. Nous, on souhaitait, à partir de ce constat, vraiment asseoir cette vision pour l'avenir et se questionner, est-ce que c'est cette tendance, est-ce qu'on la souhaite ou est-ce qu'on la subit? Alors, c'est un petit peu ça le questionnement, pourquoi on a fait ce livre blanc. Et comme vous voyez, dans la démarche, on a mobilisé un ensemble très, très vaste d'acteurs. Évidemment, on a consulté les élus municipaux, dont ceux de la Ville de Montréal. On a consulté aussi différents groupes d'experts ou groupes qui gravitent autour du milieu municipal, des groupes socio-économiques. Et surtout, on a consulté les citoyens.
Alors, on l'a fait via d'abord un sommet qu'on a tenu en mars 2011 avec l'aide de l'Institut du Nouveau Monde, où on a fait appel à un groupe de citoyens qui a travaillé pendant plusieurs journées sur les questions municipales. Et par la suite, on a fait aussi un sondage auprès de 4200 citoyens. Alors, 4200 citoyens, c'est un très gros échantillon en termes de sondage. Et il est très gros parce qu'on voulait une représentativité de toutes les régions du Québec. L'UMQ, j'aurais peut-être dû commencer par là, on représente les municipalités à travers l'ensemble du Québec. On représente 300 municipalités de toute taille dans toutes les régions. Alors, c'était important pour nous d'avoir les visions de ces différents groupes. Et évidemment, on a aussi des résultats pour Montréal. Alors, ceci étant dit, la démarche, à quoi ça nous a mené? Je passe vite sur les résultats. On présente donc des défis, des valeurs. Donc là, c'est vraiment un peu l'état des lieux des municipalités. Donc d'ailleurs, si vous voulez avoir plus de détails sur tout ce que je présente là, sur le livre blanc, tout est sur notre site Internet, absolument tous les résultats du sondage, le livre blanc lui-même, un sommaire exécutif, tous les documents qui ont trait à ça, vous les retrouverez sur notre site. Alors, le diagnostic sur lequel on est parti, c'est vraiment un diagnostic qu'il faut absolument changer la vision, le statut des municipalités. Alors, je vous dirais que ça s'applique particulièrement à Montréal. Moi, je trouve que Montréal est un bon exemple, justement, de toutes ces conclusions. C'est que les municipalités ont un statut de créature du gouvernement du Québec, de la province. C'est inscrit dans la Constitution, donc c'est un statut qui date du 19e siècle. Et ce qu'on propose, c'est que vraiment, ça migre vers un statut beaucoup plus de gouvernement local, d'institution politique qui correspond véritablement à son rôle au 21e siècle. Alors, ça n'implique pas de changer la Constitution, vous allez voir, c'est pas ce qu'on propose, mais on veut faire évoluer l'encadrement. Alors, on a identifié des défis qui gravitent autour du milieu municipal, qui sont, vous le voyez, des défis qu'on entend pour l'ensemble de la société. Et les finances, la fiscalité de la Ville de Montréal devra répondre pour remplir les responsabilités de l'ensemble de ces défis. Donc, je passe très vite. Le numérique, l'énergie, climat, le changement climatique, changement démographique, globalisation de l'économie, ça, ce sont tous des défis de société qui ont un impact direct dans les municipalités, dans les villes. Et je pointe particulièrement les changements démographiques ont un impact majeur sur les municipalités, que ce soit en termes de services. Je disais, il y a l'adaptation des services aux personnes âgées. C'est pas quelque chose, on ne parle pas de l'avenir, là, on parle du présent. Il y a un réseau qui s'est développé, c'est Municipalités Amies des aînés. Il y a déjà de l'adaptation qui est demandée. Il y a également des défis financiers comme les déficits des régimes de retraite, directement liés au changement démographique, au vieillissement de la population. Je vais en reparler tantôt. Alors, on propose dans le livre blanc, et je trouvais ça important de vous la présenter, une vision pour l'avenir des municipalités. Et cette vision, c'est vraiment une vision qui s'appuie sur les citoyens, qui s'appuie sur l'engagement d'hommes et de femmes, alors qu'ils soient élus ou simples citoyens, mais simples citoyens aussi qui s'impliquent, qui participent. Alors, c'est pour ça que la participation citoyenne, c'est une valeur fondamentale qu'on a identifiée dans le cadre du livre blanc et qui devra guider les administrations municipales pour l'avenir. Et qui participe. Donc, pourquoi? Parce que la municipalité, c'est véritablement un gouvernement de première ligne. C'est là que les citoyens s'y réfèrent pour tous leurs problèmes, tous leurs questionnements, même les problèmes de santé, d'éducation. Très souvent, le citoyen, le réflexe qu'il a, c'est d'appeler son administration municipale, son élu local, avant d'appeler un service à Québec. Alors, ça, on le constate beaucoup sur le terrain et c'est vraiment cette philosophie qu'on souhaite revendiquer, mettre de l'avant. Donc, comme gouvernement de première ligne, puis vous allez voir que l'aspect financier, fiscal devra répondre à cette vision-là. Alors, avec un accent aussi sur leur rôle en matière de qualité de vie, puis ça, j'ai vu que dans le plan de développement de Montréal, ça ressort énormément, l'aspect de rôle de la municipalité, de la ville, dans la qualité de vie des citoyens. Je passe vite sur les valeurs et principes. Vous voyez que la participation citoyenne, c'est une des valeurs de base du livre blanc. Alors, les deux priorités. Donc, une fois qu'on a fait donc, ce constat dans le livre blanc et on propose deux priorités au gouvernement du Québec. Donc, ça, c'est vraiment des propositions qui s'adressent au gouvernement du Québec. On a aussi dans le livre blanc 7 engagements qui s'adressent directement au milieu municipal. Pour la question de la fiscalité, c'est vraiment des priorités déposées au gouvernement du Québec. Vous le voyez, c'est adapter la fiscalité aux responsabilités.
L'autre priorité qu'on a déposée, je ne vous en parlerai pas en détail aujourd'hui, mais je vous invite vraiment à les regarder sur notre site, c'est la question de rapprocher la décision du citoyen. Et comment? Pour ça, on propose un outil qui s'appelle une charte des municipalités. Alors, qui est en fait un projet de loi qui s'appliquerait au milieu municipal et qui tenterait de rapprocher les décisions du citoyen plutôt que d'avoir des décisions qui viennent plus du gouvernement du Québec plutôt que des citoyens. Donc, essayer de renverser un petit peu cette tendance. Alors, ça m'amène à la fiscalité. Donc, réforme fiscale et financière qu'on propose, elle s'appuie sur des raisons fondamentales qu'on a relevées en termes de défis, de constats. Tout d'abord, la structure fiscale des municipalités au Québec, de toutes les municipalités, est très faiblement diversifiée. Donc, vous l'avez vu dans le document du plan de développement, les outils qui sont proposés pour le cadre financier, ça se résume à la taxe foncière, à des transferts gouvernementaux dans le cadre de programmes d'infrastructure, puis à quelques contributions de promoteurs, mais ça fait pas mal le tour des outils dont dispose une ville aujourd'hui pour faire face à l'ensemble de ses responsabilités. Donc ça, c'est sûr que pour nous, c'est un objectif d'avoir une meilleure diversification qui corresponde aux diverses responsabilités. Ensuite, érosion du principe d'équité fiscale. Ce qu'on constate, c'est que l'impôt foncier qui devait servir donc, au service à la propriété, qui est très bien conçu pour ça, puisqu'il dépend de la valeur d'une propriété, est beaucoup moins bien conçu en termes d'équité quand il s'agit de financer le service à la personne, comme le logement social, la lutte à l'itinérance, etc. Pourquoi? Parce que l'impôt foncier, et ça c'est démontré, ça c'est pas une idéologie, c'est démontré par des chiffres, par des études de Statistique Canada, donc c'est vraiment neutre. Ce qui est démontré, c'est que l'impôt foncier a un caractère régressif par rapport aux revenus de la personne. Je m'explique. C'est sûr que quand vous achetez une nouvelle propriété, généralement le prix de la propriété est à peu près en lien avec ce que vous êtes capable de payer avec votre revenu. Par contre, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, la valeur de votre propriété, très souvent, n'a plus de lien avec votre revenu. Donc, quand on compare, quand on regarde dans l'ensemble des municipalités, qu'on fait des analyses statistiques, ce qu'on voit, c'est que le revenu des personnes versus la valeur de la propriété et surtout l'impôt foncier qu'ils payent, ça c'est pas juste dépendant de la valeur, il n'y a plus de lien. Et le lien qu'on constate, au contraire, il est régressif, c'est-à-dire qu'il est inversement proportionnel au revenu. Ça veut dire que plus vous avez un revenu élevé, plus la proportion de votre revenu que vous consacrez à l'impôt foncier est faible. Alors ça pose quand même un problème d'équité. Et comme je vous dis, tant que c'est pour des services à la propriété, je pense qu'il y a un consensus pour dire que c'est normal que la taxe foncière serve à ça. Ça a un lien avec la valeur. Mais quand ça commence à servir à des services à la personne, on a un sérieux problème d'équité et c'est ça qu'on essaye de faire des propositions pour renverser un petit peu ça. Service à la personne, d'ailleurs, en termes de budget, dans l'ensemble des municipalités, c'est autour de 50%. Donc la moitié des budgets des villes aujourd'hui est dédié au service à la personne. Je n'ai pas vérifié pour Montréal, mais d'après moi, ça se pourrait que ce soit encore plus élevé. Mais bref, la moyenne, c'est 50%. Inadéquation avec l'aménagement durable, ça c'est très simple, c'est que quand vous êtes une municipalité, la seule façon d'augmenter vraiment vos revenus pour faire plus de projets, c'est d'avoir des nouvelles constructions. Alors, on s'entend que ce n'est pas toujours compatible avec un aménagement durable, où on essaie au contraire de revitaliser, de vivre plus avec l'existant. Alors là aussi, quand l'impôt foncier est le seul, encore une fois, ce n'est pas l'impôt foncier lui-même qui pose problème, c'est le fait qu'il soit la seule source de revenus pour les municipalités qui est vraiment une problématique. Et enfin, décrochage entre le foncier et la croissance économique. Ça, c'est vraiment une nouvelle lecture qu'on fait, et encore une fois, qui s'appuie sur des chiffres, et c'est un petit peu ce qui illustre les images, les photos qu'on a mis. C'est que de plus en plus, la croissance économique dépend moins, en fait, du manufacturier. C'est particulièrement vrai à Montréal. Et elle dépend beaucoup plus de tout ce qu'on appelle le numérique, enfin tout ce qui est troisième secteur et qui n'est donc pas manufacturier et qui ne demande pas en fait beaucoup de bâtiments. Le manufacturier, c'est une grosse usine dont la valeur foncière est élevée, qui paye beaucoup d'impôts fonciers. Alors que si on a une petite entreprise avec 4 personnes sur un ordinateur, peut générer autant de profits, autant de valeur ajoutée que le manufacturier. Et ça, évidemment, Montréal est frappé de plein fouet par ça, puisqu'il y a ne serait-ce que le quartier numérique, etc. Il y a énormément d'entreprises, de ce type d'entreprise à Montréal, et donc ce n'est pas reflété dans la valeur foncière.
Donc, les municipalités qui ne reçoivent leurs revenus que de la valeur foncière, que des revenus fonciers, ne peuvent pas capter ce type de richesse, ce type de valeur ajoutée. Alors, il y a un décrochage important entre ces valeurs foncières et les sources de croissance économique. Alors ça, c'était vraiment les motifs pourquoi on propose cette réforme fiscale et financière, de diversifier et d'aller voir ailleurs que seulement sur l'impôt foncier. Encore une fois, on risque de me répéter, d'être un peu tannante, mais je veux que ce soit bien clair. Ce n'est pas l'impôt foncier qui est problématique, c'est le fait qu'il soit le seul impôt, la seule source de revenus. Alors nous, on propose une réforme en 3 temps. Et le premier élément qu'on touche, ce n'est pas la fiscalité. Parce que toutes nos réflexions, notamment sur la transparence, justement sur la bonne gestion, les principes de bonne gestion des fonds publics, nous font dire qu'il faut d'abord regarder la colonne des dépenses. Et il faut d'abord que les municipalités aient des outils pour mieux maîtriser leurs dépenses et qu'on démontre qu'on a vraiment fait tous les efforts pour mieux maîtriser les dépenses avant d'aller chercher plus de fiscalité auprès des citoyens ou des entreprises. Alors, c'est pour ça que ce que vous voyez sur la gauche du document, capacité de contrôle des dépenses, alors il y a plusieurs éléments qu'on propose, assez précis. Le premier élément, c'est la question des régimes de retraite. Ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, les municipalités ensemble, au Québec, il y a 5 milliards de déficit des régimes de retraite des employés municipaux. 5 milliards de déficit à absorber pratiquement exclusivement par les fonds des municipalités. Donc, c'est sûr qu'avec ce boulet à traîner, il est très difficile après de dégager des marges de manœuvre pour d'autres choses, pour des projets. Alors là, je ne m'étendrai pas sur les raisons pourquoi on est arrivé là, etc. Ça pourrait faire l'objet d'un autre colloque quasiment. Mais le constat aujourd'hui, c'est ça. Donc il y a eu le rapport d'Amour qui a été déposé, qui propose un certain nombre de choses extrêmement intéressantes. Il va y avoir une commission parlementaire en fin d'été cet automne. Et c'est sûr que nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait des outils concrets pour les municipalités pour qu'elles soient capables de mieux gérer ces déficits et surtout de les combler autrement que seulement par leurs propres fonds. Alors, pour la Ville de Montréal, c'est évidemment un sujet très, très important. Et une fois qu'on aura réglé ça, une fois qu'on aura trouvé des outils pour ça, je peux vous dire que déjà, ça va donner une énorme bouffée d'air frais aux municipalités. La rémunération, c'est un petit peu la même chose. Les outils pour gérer la rémunération, pourquoi on a un déficit des régimes de retraite? C'est parce que les outils pour gérer la rémunération des municipalités ne sont pas au rendez-vous, notamment le rapport de force que les municipalités peuvent avoir par rapport à leurs employés n'est pas tout à fait égal. Alors là encore, au fil des années, s'est développé un écart très important. Puis je peux vous dire que quand on dépose à Québec des demandes, on se le fait dire assez rapidement, mais l'écart de rémunération entre les fonctionnaires provinciaux et les fonctionnaires municipaux, qui est de 29 %, nous est régulièrement remis sur la table. Alors, on pourrait dire que même si on disait que c'était les fonctionnaires provinciaux qui n'étaient pas assez payés, je veux dire, il y a quand même ce constat et il va falloir trouver à terme, à long terme, quelques solutions pour mieux gérer cette rémunération. En tout cas, pour donner l'outil aux villes. Après, ça peut être un choix qu'elles vont faire, mais le choix des conséquences. Gestion contractuelle, évidemment, avec tout ce qui se passe en ce moment, Commission Charbonneau, depuis 2009, tout ce qu'on entend, c'est sûr qu'on a un devoir tous de démontrer qu'on a pris tous les outils pour bien gérer les fonds publics, bien gérer les programmes d'infrastructure notamment, tous les contrats publics. Alors nous, on propose un certain nombre d'outils et notamment, on a plusieurs, mais notamment ce qu'on propose depuis 2009, c'est la création d'un bureau de comparaison des prix. Alors, ça nous permettrait de centraliser toute l'information sur la gestion des contrats, sur les prix des contrats au Québec, dans les municipalités, dans tous les domaines. Et à partir de cette base de données, de faire des comparaisons, des analyses et des évaluations qui permettraient au moins aux municipalités de mieux questionner, d'avoir des outils pour questionner leurs contrats qu'elles donnent et les prix des contrats. Donc ça, ce serait un outil extrêmement intéressant pour les municipalités et nous, on le propose depuis 2009, donc on l'a réitéré dans le cadre du livre blanc. Remboursement de la TVQ, alors là, il y a des négociations en cours avec Québec, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'entente fiscale qui lie en ce moment les municipalités et le gouvernement du Québec prévoit un remboursement partiel de la TVQ payée par les municipalités. Et la revendication, c'est d'avoir un plein remboursement de cette TVQ. C'est quand même 800 millions de dollars par année pour l'ensemble des municipalités, donc ce n'est pas anodin.
Je n'ai pas le chiffre pour Montréal, mais en tout cas, c'est des gros montants qui sont payés par les villes, surtout quand on parle de faire beaucoup d'investissements dans les infrastructures, ça représente des sommes importantes. Et enfin, la gestion de la dette, bien évidemment, il faut bien gérer la dette, avoir des outils pour bien gérer la dette, mais surtout aussi peut-être se questionner, est-ce que la dette devrait être le seul moyen de financement des infrastructures, des immobilisations? On a une culture au Québec où on a financé les immobilisations principalement par la dette. Quand on regarde ailleurs au Canada, nos voisins, notamment en Ontario, utilisent beaucoup les contributions des promoteurs et surtout les redevances de développement. Alors, ça représente une partie importante du financement et c'est des outils qu'on a seulement partiellement au Québec. On a des contributions des promoteurs, par exemple, mais qui sont quand même assez restreintes, mais on n'a pas de redevances de développement. Donc, ça ne permet pas de faire financer des coûts d'infrastructure par des promoteurs de façon très large et ça amène les villes à y aller principalement par l'emprunt. Une autre pratique aussi, c'est d'essayer de payer comptant à ces infrastructures. Mais ça demande une gestion puis d'autres outils de financement. Alors ça, c'est pour la capacité de contrôle des dépenses. Je ne sais pas au niveau du temps, je n'ai pas regardé ma montre, Parfait. Alors, pour les deux autres items, donc, ce que vous voyez au centre, le rééquilibrage fiscal et financier. Ça, ce serait, nous, vraiment, ce qu'on souhaiterait, c'est avoir une occasion de s'asseoir avec le gouvernement, d'évaluer chacune des responsabilités municipales, de voir pour chacune des responsabilités qu'est-ce qui est partagé avec Québec, qu'est-ce qui doit être assumé. Donc, on a donné des exemples de la mobilité durable, l'aménagement, l'urbanisme, en environnement. En environnement, les villes interviennent énormément, même dans la gestion, d'essayer de lutter contre les changements climatiques, etc. Mais le Québec intervient, Ottawa intervient, donc il y aurait besoin vraiment de s'asseoir et de dire qui fait quoi précisément et d'avoir des sources de revenus qui correspondent à ces responsabilités. Encore une fois, pour essayer de nous sortir un peu de l'impôt foncier. Cohésion, donc les deux grands items qu'on a identifiés, c'est l'aspect environnemental, les choix écologiques, et l'aspect social. Parce que c'est vraiment ces fonctions-là qui prennent beaucoup d'importance dans les budgets municipaux et pour lesquelles on estime que l'impôt foncier n'est plus adapté. Alors, en cohésion sociale, culture, loisirs, logement social, j'en ai parlé, itinérance, sécurité publique. Alors, ça ne voudrait pas forcément dire des nouvelles taxes. Quand on parle d'aménagement, de mobilité durable, etc., justement, ça peut être d'aller plus sur des outils comme les redevances de développement. Donc, ce n'est pas forcément des nouvelles taxes. Pour l'aspect social, évidemment, ce n'est pas avec des taxes qu'on peut gérer ça. Donc là, c'est plus avec un partage de revenus, par exemple, avec le gouvernement du Québec. Alors, vous allez me dire, il faudrait que le gouvernement accepte. Oui, mais peut-être avec des résultats à la clé. Si on avait des objectifs communs et qu'on donnait des indicateurs pour atteindre les objectifs, peut-être qu'on serait capable de se partager intelligemment certaines sources de revenus qui, elles, sont beaucoup plus adaptées à ce type de responsabilité, donc des revenus progressifs comme l'impôt sur le revenu ou la taxe de vente, qui sont vraiment des revenus qui respectent la capacité de payer des personnes. Donc ça, c'est pour le rééquilibrage, donc à faire par responsabilité. Ensuite, troisième item que vous voyez sur la droite, qui est assez nouveau, qu'on ne voit pas tellement, qu'on a revendiqué déjà, mais qui n'existe pas encore, c'est ce qu'on appelle un réinvestissement fiscal pour mieux partager les fruits de la croissance, les fruits de la richesse. Il y a deux éléments là-dedans. J'ai mis le développement économique et les infrastructures. Je commence par les infrastructures parce que c'est ce qui est le plus documenté. Les villes, les municipalités investissent énormément d'argent en infrastructures, Montréal évidemment aussi. Nous, on a fait une étude avec une équipe de Deloitte et B-Data qui démontre que dans les 5 dernières années, où il y a eu énormément de programmes d'infrastructure des deux gouvernements, autant au Québec et Ottawa, donc beaucoup d'argent investi de leur côté, mais malgré ça, les municipalités ont investi, en fait, ont financé 76% de toutes ces infrastructures qui ont été faites dans les 5 dernières années. Donc, dans les infrastructures municipales, ce qui a été dépensé a été financé à 76% par les municipalités. Alors qu'on a l'impression que les gouvernements supérieurs ont vraiment financé chacun leur tiers, etc. Mais tout ça pour dire que les municipalités investissent énormément. Et dans cette étude, ce qu'on a démontré également, c'est qu'en termes de retombées économiques, de retombées fiscales, pour les municipalités, c'est zéro. Je veux dire, c'est pas parce que vous réparez vos égouts que vous allez avoir des valeurs foncières qui vont augmenter. Donc, il n'y a vraiment aucune retombée fiscale. Par contre, vous investissez 76%. Et par contre, pour Québec et Ottawa, chacun a récupéré près de 30% de leur investissement. Donc, par rapport à l'investissement qu'ils ont fait au départ, 30% a été récupéré comment? En taxes et impôts.
parce que avoir des travaux d'infrastructure, ça génère des nouveaux emplois, donc des nouveaux emplois rémunérés, donc, et des gens qui dépensent, etc. Donc en taxes et impôts, ils ont récupéré 30% chacun. Donc ça pour vous dire que là, il y a vraiment un déséquilibre qui est fondamental. Et nous, ce qu'on souhaiterait, c'est avoir une formule qui permettrait aux municipalités de récupérer une partie de leur investissement sur les travaux d'infrastructure. Ce serait tout à fait légitime parce que ça génère énormément d'activités économiques et il n'y a pas de raison que la municipalité finance 76%, reçoive zéro, alors que les deux autres paliers du gouvernement peuvent récupérer une grosse partie de leur mise via ce système. Et ça, c'est documenté. Donc après, c'est une question de volonté des différents acteurs, mais c'est documenté par des chiffres et par des études très rigoureuses. L'autre élément qu'on met de l'avant, c'est l'aspect du développement économique. J'en ai pas beaucoup parlé, mais les municipalités ont un rôle essentiel à jouer dans le développement économique. Puis j'ai lu le projet de plan de développement de Montréal, ça le met en évidence, qu'il y a vraiment des actions au niveau municipal, au niveau de la ville, qui peuvent être faites pour améliorer le développement économique, que ce soit par des grands projets, que ce soit par la mise en place d'infrastructures, que ce soit par des systèmes de transport. Donc, il y a différentes possibilités. Que ce soit par la réglementation aussi. Souvent, la réglementation peut favoriser ou non le développement économique. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Ça, c'est malheureusement moins chiffrable, sauf un peu à la pièce. C'est difficile de dire qu'un maire, dans sa journée, a passé 3 heures à essayer d'améliorer le développement d'un quartier en rencontrant des gens, etc. Ça ne se chiffre pas vraiment, ça. Mais on sait qu'on l'a documenté dans le livre blanc, de quelle façon ça s'opère, ce rôle en matière et cet impact sur le développement économique. Et encore une fois, il n'y a pas d'impact au niveau fiscal pour la municipalité, si ce n'est à très long terme éventuellement, mais encore une fois, la seule façon, c'est d'avoir une nouvelle construction. Donc, développement économique, ça ne veut pas forcément dire aménager un nouveau quartier avec des grosses maisons. Ça peut vouloir dire pas mal d'autres choses ou attirer une grosse entreprise qui est une grosse usine. C'est assez différent. Donc, il n'y a pas vraiment de moyen pour les municipalités de capter cette richesse. Et donc, ce qu'on souhaiterait, encore une fois, c'est qu'on ait une mesure d'entente, de partenariat avec le gouvernement du Québec qui reconnaisse ces efforts et qui, sur des indicateurs très précis, pourrait prévoir des retombées pour les municipalités, des retombées sur la création de richesses futures. Parce qu'évidemment, l'état des finances publiques en ce moment n'est pas facile, mais si on parle de création de richesses futures, puis qu'on se dit pour ce qui va être créé et auquel les municipalités vont participer, on pouvait retourner une partie aux municipalités, ben là, on aurait véritablement un levier intéressant, on aurait un incitatif aussi pour que les villes, les municipalités choisissent des projets qui réellement améliorent le développement économique et pas seulement améliore la construction résidentielle ou autre pour avoir plus de revenus. Donc, ça changerait complètement le portrait et ça changerait aussi les relations entre les gouvernements. Et pour finir, je vais vous donner un dernier exemple de ça qu'on donne souvent et je trouve qu'à Montréal, qui est très parlant, c'est les festivals. Montréal est reconnu pour ses festivals comme au niveau culturel. C'est une des images de marque de Montréal, quartier des spectacles, etc. Donc la ville a investi énormément pour que ces festivals puissent se faire. Justement, le quartier des spectacles en est un bon exemple. Sur place, il y a des coûts de fonctionnement avec, par exemple, la sécurité publique qui doit intervenir. Donc, il y a beaucoup de dépenses liées à ces festivals. Mais quelle retombée fiscale il y a pour Montréal? Rien, zéro. Alors, il n'y a pas de moyen de capter ça, là, à moins que, je veux dire, qu'il n'y ait pas de construction qui est associée à un festival. Donc, ceux qui en tirent des bénéfices, ce sont les gouvernements supérieurs, parce que les gens qui viennent au festival, ils vont payer de la taxe de vente avec leurs achats, ils vont générer des emplois dans l'industrie touristique qui, eux, vont avoir des salaires qui vont générer de l'impôt sur le revenu. Donc, vous voyez qu'avec un exemple aussi frappant pour Montréal, qui sont les festivals, la ville... que ce soit la ville de Montréal ou celle autour, personne n'en retire les fruits et c'est seulement le gouvernement supérieur qui en retire les fruits. Alors voilà un petit peu pour les propositions qu'on fait au niveau fiscal et financier. Vous voyez que c'est un vaste chantier, qu'il y a beaucoup de choses là-dedans, mais que ça se tient, c'est dans une cohésion d'ensemble. Et je voudrais juste finir avec les réactions au livre blanc municipal parce que avec tout ce qu'on entend chaque jour à la télévision, à RDI, il y a de quoi déprimer sur le milieu municipal. Et quand on parle des gens de l'extérieur, tout le monde a l'impression que le milieu municipal est en train de s'écrouler. C'est pas vrai. La réaction des médias au livre blanc était très positive jusqu'à présent.
Pourquoi? On pense que c'est parce que justement, ça propose une vision et que les gens, ils ont aussi besoin qu'on leur propose une vision. Alors oui, il y a un ménage à faire, il y a des choses qui doivent se faire. Et ça, on a les outils en place. Il y a l'UPAC, la Commission Charbonneau qui font un très bon travail. Mais il faut aussi que les décideurs aujourd'hui proposent une vision pour les citoyens et que les gens soient motivés à aller voter au mois de novembre, à se déplacer en grand nombre. Et ils veulent que leurs élus municipaux leur proposent une vision de leur communauté, de leur quartier, de leur ville. Et ça, c'est très important. Alors, c'est ce qu'on a essayé de faire avec le livre blanc. Et comme je vous dis, pour l'instant, la réaction médiatique a été excellente. Alors, sur ça, je pense que les discussions sont lancées. Merci. Alors, merci beaucoup, Mme Wackman. Si vous voulez bien, on va profiter des prochaines minutes pour échanger. Voulez-vous ramener la diapo précédente à l'écran? Voilà. Alors, j'imagine que vous êtes tous des spécialistes dans la salle sur la fiscalité municipale, ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'aurais une première question, probablement de néophyte, ça c'est sûr. Qu'est-ce que c'est qu'une redevance de développement? J'ai pensé que j'aurais cette question. Ah bon? Alors, donc, c'est pas complètement stupide. Allez-y. Donc, je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes ici que ça va intéresser. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Oui. Alors, une redevance de développement, bon, déjà, il faut expliquer ce que c'est qu'une contribution des promoteurs. Un promoteur qui, par exemple, fait un nouveau quartier, aménage un nouveau quartier dans une ville, va avoir besoin d'infrastructures, construire des trottoirs, des rues, etc., puis faire venir l'aqueduc, l'égout, etc. Donc, une contribution permet que la ville demande au promoteur de financer ces nouvelles infrastructures. Donc, c'est pas obligatoire, mais la ville peut le demander. Donc, il y a beaucoup de villes qui utilisent ça. Mais c'est limité aux infrastructures pour ce projet en particulier, aujourd'hui, et c'est tout. Mais ce projet, peut-être qu'à terme, en tout cas une partie du projet, va générer qu'il faut agrandir la station d'épuration. Il faut agrandir l'usine d'eau potable. Il faut peut-être construire une nouvelle caserne de pompiers dans 10 ans à cause de ces nouveaux arrivants, ces nouvelles personnes. Donc bref, il y a peut-être d'autres infrastructures qui vont être nécessaires à cause de ce développement, ou en tout cas en partie à cause de ce développement. Et s'ils se multiplient, au final, vous avez, et ça c'est sans parler de transport en commun. Alors, si vous avez un nouveau quartier, probablement que les gens vont aller travailler à un autre endroit, donc ils vont demander. Donc, vous allez, quelques années plus tard, peut-être avoir amené une ligne d'autobus, éventuellement une ligne de métro, bref. Donc, il y a beaucoup d'infrastructures qui peuvent être générées. Au Québec, on n'a pas d'outils actuellement. La Ville ne peut pas demander aux promoteurs de financer ces futures infrastructures ou ces infrastructures qu'on appelle hors-site, qui ne sont pas sur le lieu de son développement immobilier. Ça n'existe pas. Ça existe ailleurs au Canada. À peu près toutes les autres provinces canadiennes ont des redevances de développement qui leur permettent d'aller capter et justement du financement pour ces futures infrastructures ou pour ces infrastructures actuelles, mais qui débordent des limites territoriales du site de développement. Alors, c'est pour ça que ça fait partie de nos demandes. C'est pas facile à mettre en œuvre, surtout sur le modèle de nos voisins, parce que la question, c'est est-ce qu'on le met obligatoire pour l'ensemble des municipalités? Est-ce que c'est facultatif? Si c'est facultatif, vous pouvez avoir de la concurrence. C'est-à-dire que vous avez une ville qui va l'imposer, mais celle de la voisine qui ne l'imposera pas. Donc, bref, ça pose beaucoup de questions. Par contre, nous, ce qu'on souhaite au minimum, c'est élargir les contributions des promoteurs pour que justement ça puisse comprendre des infrastructures qui sont hors site. Donc, comme le transport en commun. Donc, pas forcément pour dans 10 ans, mais au moins qui débordent les limites de la municipalité. Et ça, il suffit d'une modification d'un article de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Et ça faisait partie de nos demandes dans le cadre quand il y a eu la révision de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui n'est pas encore adoptée. Comme il y a eu le changement de gouvernement, ça a comme été reporté. Mais ça faisait partie de nos demandes pour donner un outil supplémentaire. Fort intéressant. Alors, j'espère qu'on aura beaucoup de questions sur ces questions de fiscalité et de nouvelles sources de revenus. Monsieur Brisset. Oui, Pierre Brisset du groupe En Recherche urbaine. Ma question relève de l'inéquité fiscale relative à l'utilisation du réseau routier. C'est qu'il faut comprendre que quand on achète l'essence pour propulser nos autos, on l'utilise autant sur les routes municipales que sur les routes provinciales. L'année dernière, sur le milliard collecté dans la grande région de Montréal, 600 millions proviennent de l'utilisation du réseau municipal. Je parle de la taxe d'essence, parce qu'il faut acheter de l'essence.
600 millions proviennent de l'utilisation du réseau municipal et 400 millions proviennent de l'utilisation du réseau supérieur. Alors, en quelque sorte, on comprend que le réseau municipal est financé par les taxes foncières, tandis que le réseau provincial est financé at large par les taxes perçues par l'utilisation de l'auto. Et puis c'est ça que je trouve une inéquité monstrueuse, que dans la grande région de Montréal, plus que la moitié des déplacements se font sur le réseau municipal, on paye des taxes, mais ça va au gouvernement supérieur. L'autre point que je voulais très rapidement mentionner... Attendez, voulez-vous aller chercher une réaction là-dessus? Oui. Avez-vous une réaction, Mme Bachmann? Je ne peux que partager la vision. Je vais donner un autre chiffre. 58% des infrastructures du Québec appartiennent aux municipalités. Oui. Et le programme québécois d'infrastructure du gouvernement du Québec consacre 8% de son enveloppe aux programmes municipaux. Alors, c'est un peu ça, l'inéquité. Normalement, soit on augmente les taxes. Au Québec, ça coûterait 5 milliards à entretenir le réseau routier, moitié pour le réseau municipal. Et puis, donc, la taxe sur l'essence devrait être ajustée pour accommoder ça. Un autre exemple que je donne rapidement, c'est le déneigement. 80% des coûts de déneigement dans les municipalités, c'est pour l'enlèvement de la neige, pas pour le déblayage des rues, mais l'enlèvement de la neige. Et l'enlèvement de la neige, c'est pour permettre le stationnement des autos sur les rues. Alors, en quelque part, il y a un autre déséquilibre fiscal, c'est qu'on paye avec les taxes de tout le monde le privilège que pour les autos puissent stationner sur les rues gratuitement, entre guillemets. Alors ça, je pense que c'est 2 points à reprendre quand on analyse toute la question de fiscalité utilisateur-payeur, entre guillemets. Bien, je pense qu'il faut inclure, et je pense qu'il y a plusieurs professeurs de l'Université de Montréal qui ont fait des études là-dessus, inclure les vrais coûts de l'utilisation de la route, incluant le réseau municipal qui coûte aux contribuables municipaux une fortune à entretenir, mais qui ne sont pas utilisés par eux. Est-ce que de votre côté, Mme Bachmann, l'approche utilisateur-payeur, dans le contexte de votre livre blanc, a été évaluée ou utilisée d'une façon ou d'une autre? On ne l'a pas analysé. Pourquoi? Il y a une raison pour ça, c'est que l'approche utilisateur-payeur est bonne pour certaines compétences, pour certaines responsabilités, mais elle est très mauvaise pour d'autres. Je donne un exemple, l'utilisation des parcs publics. Vous ne pouvez pas demander aux gens de payer avant d'entrer dans chaque parc de la ville. Donc, ça ne peut pas s'appliquer à toutes les... La même chose pour la sécurité publique. Pas demander aux gens de payer pour être protégés par la police ou par la sécurité incendie. Donc, il y a des fonctions sociales, l'itinérance, c'est encore pire. Donc, il y a des fonctions sociales plus à vocation sociale. La même chose pour le transport en commun. Après, c'est un choix de société, mais transport en commun, il y a une partie qui est payée par les utilisateurs, mais vous ne pouvez pas payer 100% du transport en commun par les utilisateurs. Puisque justement, le transport en commun a aussi une fonction sociale de transporter les gens les plus pauvres qui ne peuvent pas avoir de voiture, de transporter les étudiants et les personnes âgées. Donc, il y a des fonctions comme ça municipales qui ont une vocation qui fait en sorte que l'utilisateur payeur n'est pas possible. Mais pour d'autres éléments, il faut effectivement le considérer. Donc, c'est pour ça que c'est un jeu d'équilibre. Et certains de ces équilibres, c'est des choix qui doivent être faits au niveau local par les décideurs, par la population au niveau local. Dans une municipalité, peut-être qu'on utilisera plus utilisateur-payeur. Par exemple, pour l'eau. L'utilisation de l'eau, ça correspond bien à un principe d'utilisateur-payeur. Et c'est pour ça qu'au-delà des compteurs résidentiels, la nouvelle stratégie de l'eau potable du gouvernement, c'est pour faire en sorte que les municipalités mettent en place des compteurs au niveau institutionnel, parce qu'il y a certaines institutions, certaines entreprises qui sont des grands utilisateurs d'eau, et pas d'autres. Donc, l'utilisation de compteurs dans ce contexte-là est tout à fait appropriée. Donc, ça dépend du service. Merci. C'était un peu pour corriger le mythe qui circule par les associations des automobiles, qu'eux payent plus que leur juste part. C'est qu'ils oublient toujours le calcul de l'utilisation du réseau municipal. Quand ils comparent, on donne 2,5 milliards dans le réseau routier, puis il y en a seulement... Ils oublient tout le temps le facteur municipal auquel plus que la moitié des déplacements se fait au Québec et donc des taxes payées vont à d'autres gouvernements. Et c'est sur ça que je dis que les municipalités devraient demander une équité fiscale sur ce domaine-là. Merci, Madame. Merci, M. Busset. Madame Pauillac, voulez-vous vous identifier? Oui, je suis Florence Pauillac, professeure au département d'études urbaines à l'UQAM. Merci beaucoup, Madame Bachmann, pour cette présentation très, très claire et très pédagogique pour des néophytes en fiscalité. Moi, je m'intéresse au transport, au financement du transport en commun. Alors,
je pense que la notion d'utilisateur-payeur peut être intéressante, mais moi j'aurais aimé savoir si vous aviez évoqué dans vos réflexions celle des bénéficiaires indirects du transport en commun, par exemple, c'est-à-dire la possibilité de faire contribuer les entreprises ou les acteurs du milieu économique au financement du transport en commun, par exemple, ou des infrastructures, puisque on sait bien que le développement des réseaux d'infrastructures permet par exemple aux salariés d'accéder au lieu d'emploi potentiellement dans de meilleures conditions. Ça existe dans d'autres contextes, européens notamment, donc je voulais savoir si ce type de... Ben oui, c'est une nouvelle fiscalité, c'est clair, qui peut porter atteinte à la compétitivité économique d'une certaine manière, puisqu'on va taxer les entreprises, mais qui peut aussi leur bénéficier en retour. Donc je voulais savoir l'état un peu de la réflexion autour de ce type de solution-là. Alors, c'est sûr que dans le livre blanc, on n'est pas allé jusqu'à identifier chaque solution pour chaque élément, parce qu'encore une fois, ça dépend aussi des territoires. Alors, la question du financement par les entreprises, je sais qu'elle est évoquée dans les milieux, dans toutes sortes de milieux. Là, quand on parle de financement et de transport en commun, on ne s'est pas prononcé là-dessus. Il faudrait faire des analyses. Ça fait partie d'un coffre d'outils, mais c'est sûr que pour avoir participé à certaines discussions, effectivement, les entreprises vont s'opposer farouchement à ça. Puisque compétitivité des entreprises, c'est aussi bon pour la ville. Donc, c'est difficile, c'est de trouver l'équilibre. Le transport en commun, en fait, ce qui n'est pas facile, c'est que tout le monde en bénéficie, finalement. Toute la société en bénéficie. Alors, c'est bon pour les usagers, c'est bon pour les automobilistes parce que ça décongestionne, c'est bon pour les entreprises que leurs salariés viennent plus facilement. Bref, c'est bon pour l'environnement parce que ça diminue les GES. Donc, c'est bon pour tout le monde. Donc, on essaie de voir, justement, avec une logique d'utilisateur-payeur, on essaie de voir qui en bénéficie le plus, finalement, puis qui devrait contribuer plus. Donc, c'est des équilibres qui sont pas évidents à trouver. Mais en tout cas, évidemment, dans le milieu municipal, ce qui est sûr, c'est qu'on trouve que le secteur municipal finance une grande part et pas tout seul, mais en même temps n'a pas suffisamment d'aide des gouvernements supérieurs pour financer et qu'il y a d'énormes besoins. Donc après, quelle va être la solution? Ça va être un jeu d'équilibre sur l'acceptabilité sociale aussi. Il faut, tout ce qui est évoqué, il faut aussi que les citoyens se sentent interpellés et surtout qu'ils adhèrent à cette priorité-là et qu'ils adhèrent à la façon dont on va financer cette priorité-là. Donc, je pense que là-dedans, il y a beaucoup de solutions qui sont possibles. Après, c'est de choisir celle qui, politiquement, mais surtout pour les citoyens, est la plus acceptable et correspond le mieux à leurs aspirations, aux priorités que la société se donne. Ça paraît peut-être un peu théorique, mais au final, je pense que la solution, elle est là. Merci. Il y a certains de mes collègues qui auraient des questions à vous poser, Mme Bachmann. Peut-être que vous pourriez venir ici, là, puis c'est moi qui vais me déplacer maintenant que je suis équipée. Allez, venez. Alors, M. Burton. Ce sera monsieur. En fait, M. Duhamel. Madame, vous avez expliqué un peu, à titre d'exemple, ce qu'était une redevance de développement. On en parle généralement dans les cas où une ville ouvre un nouveau quartier. Est-ce que ce concept vous paraît applicable dans une ville vieille qui se reconstruit sur elle-même, où l'infrastructure est déjà présente? C'est beaucoup plus difficile, effectivement. C'est un outil qui vise avant tout à financer des infrastructures liées à des nouveaux développements ou à un accroissement de la population, un endroit, etc. Alors, de quelle façon ça pourrait s'appliquer à des revitalisations? Honnêtement, je n'ai pas la réponse aujourd'hui, il faudrait le regarder. Il y a d'autres outils, par contre, que je n'ai pas évoqués, qui existent pour plus des... Quand on fait de la revitalisation urbaine, on appelle, aux États-Unis, ça existe, c'est les Tax Increment Financing. Vous pouvez, en fait, c'est plus une forme de financement. C'est pas vraiment, c'est un peu différent des contributions des promoteurs parce que vous mettez dans un fonds, en fait, vous dites que vous allez financer le projet actuel par éventuellement les hausses de valeur foncière futures dans un secteur qui va être lié à la revitalisation. Donc, c'est juste une façon de le financer plus tôt. Plutôt que d'attendre dans 10 ans d'avoir les retombées. Donc, c'est une espèce d'emprunt, si vous voulez, sur valeur foncière future, mais qui, dans le cas de villes comme Montréal, pourrait être extrêmement intéressant et qui est utilisé aux États-Unis par certaines villes, justement, dans le cadre de revitalisation urbaine. Dans la littérature que j'ai pu lire, j'ai vu aussi l'expression « taxe de bassin ». Est-ce que c'est un concept qui circule ça j'avoue, je me tourne vers mes collègues universitaires. Ou taxe de secteur, peut-être, je ne sais pas si ça existe. Des AMLOC. Ah, ok. Donc c'est plus des taxes de secteur. Oui, des taxes de secteur. Ça ressemble à des taxes de secteur, donc. Okay. Est-ce que vous avez pu observer à l'Union
une évolution des pratiques municipales ces dernières années. J'ai un peu fouillé dans les budgets municipaux. J'ai vu, par exemple, que la ville de Gatineau avait institué une réserve pour cycle de vie. Très clairement, c'est pour le déficit d'entretien, si le nom est exact. J'ai constaté que plusieurs villes importantes, comme Québec, Gatineau ou Laval, payaient au comptant une partie de leurs immobilisations et augmentaient cette proportion-là d'année en année. Laval est rendu à 27 je pense. Montréal ne fait pas 2 là, au total. Est-ce que vous avez pu observer si cette pratique-là, ces deux pratiques-là, se propagent dans le milieu municipal québécois? Ben, effectivement, on en parle de plus en plus et je vous dirais que ça se fait pour l'instant, d'après ce que je connais, je n'ai pas tous les chiffres dans toutes les villes, mais plus dans des villes justement en fort développement. C'est-à-dire que quand vous avez une croissance et un développement de nouveaux secteurs, ça vous génère des retombées, ça vous génère des revenus supplémentaires qui vous permettent de dégager de la marge de manœuvre pour partir sur ces réserves. Alors, sûrement qu'à Montréal, mais ça, je ne suis pas directrice des finances de Montréal, donc je ne pourrais pas l'expliquer, mais il n'y a pas cette marge de manœuvre possible que vous pouvez trouver dans des villes qui, au contraire, sont à fort développement. Et Montréal, actuellement, il y a moins cet aspect de nouveau développement qui permet de générer beaucoup de revenus supplémentaires. Et parallèlement, il y a beaucoup de défis liés à l'âge de la ville, qui sont des réseaux d'infrastructures vieillissants, mais qui sont liés à l'âge de la ville. Le fait aussi au caractère de métropole de la ville qui fait qu'il y a beaucoup plus de défis sociaux. Toute proportion gardée, les défis sociaux à Montréal sont énormes. Il y a de l'intégration des immigrants, je ne vais pas parler, mais les immigrants, ils arrivent où au Québec? Ils arrivent tous à Montréal, il faut les intégrer. Puis ça, ce n'est pas juste le gouvernement du Québec qui fait ça. La ville a beaucoup d'interventions dans ce secteur-là, au niveau social, au niveau de la sécurité publique. On l'a vu avec les manifestations étudiantes. Les retombées en termes de coûts en sécurité publique, c'était où? C'était principalement à Montréal. Il y a quelques autres grandes villes qui ont été touchées, mais pas du tout dans la même ampleur. Montréal, il y a eu des coûts énormes. Donc, il y a aussi cet aspect-là qui fait que les solutions à Montréal ne peuvent pas toujours être les mêmes que dans d'autres villes qui, elles, sont en fort développement et ont moins ce genre de défis, en tout cas pas de la même ampleur à relever. Vous nous avez dit tout à l'heure que l'initiative de l'Union avait eu un certain succès de notoriété médiatique. Avez-vous eu un certain succès de notoriété politique? Ça, quelle bonne question. Écoutez, ce que je peux vous dire, parce qu'on l'a déposé au mois de novembre, donc c'est quand même assez récent. Alors, on ne s'attendait pas à des résultats instantanés, mais pour l'instant, c'est très encourageant. On est allé le présenter aux 3 partis à l'Assemblée nationale, au caucus des 3 partis, donc à tous les députés. Et pour l'instant, on a des réactions très positives. Vous me direz, vous n'avez pas encore vu de changement, mais bon, on a un contexte minoritaire aussi à Québec. Les changements ne se font pas toujours en quelques semaines, ça prend du temps. Mais au moins, on n'a pas eu de renvoi. Il n'y a personne qui nous a dit, ce que vous dites est complètement en dehors de la traque, puis rentrez chez vous et revenez nous voir. Non, tout le monde comprend que c'est des objectifs qui sont très corrects, mais souvent, ce qui est invoqué, c'est la situation des finances publiques qui n'est pas facile. Et puis d'autres contraintes politiques, mais je peux vous dire que pour l'instant, c'est très encourageant. Il y a au moins un travail, je vous dirais, ce qui change par rapport à avant qu'on dépose le livre blanc, c'est que ça devient une acceptation des principes, des constats. Donc déjà, c'est déjà une avancée. Parce que si on n'était pas d'accord sur les constats, on partirait de pas mal plus loin. Mais sur les constats, dans l'ensemble, il y a une approbation, il y a une adhésion, même au niveau politique. Et moi, je reviens du congrès de la Fédération canadienne des municipalités, donc là, c'est plus les relations avec le fédéral. Et j'ai constaté qu'ailleurs au Canada, il y avait le même cheminement de pensée. La FCM vient de déposer un rapport qui dit sensiblement la même chose pour l'ensemble des municipalités canadiennes. J'ai discuté avec mes collègues des autres provinces. Et partout, il y a ce même genre de constat. Et il y a des outils, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais il y a des outils fiscaux ailleurs qui sont inspirants pour nous. En Saskatchewan, leur dernière entente, je pense qu'il date de 2006, ils ont obtenu du gouvernement de Saskatchewan un retour de 20% des recettes totales de TVQ, enfin, ça ne s'appelle pas la TVQ, mais de la taxe de vente provinciale. Donc, il y a 20% de total de la taxe de vente provinciale qui est retournée aux municipalités. Sur ce principe, justement, d'analyse des responsabilités.
Alors ça existe, c'est en Saskatchewan. Au Manitoba, il y a aussi un partage des revenus, de certains revenus du gouvernement du Manitoba. Alors, et puis en Colombie-Britannique, ils ont une charte déjà, puis eux, ils sont justement en discussion sur l'aspect financier. Donc partout au Canada, il y a ces mêmes réflexions. C'est pas quelque chose qui est désincarné de ce qui se fait ailleurs. Alors, les villes du Québec ont déjà eu 2 points de pourcentage sur la taxe de vente du Québec autrefois. Oui. Ça a été négocié, c'est-à-dire cédé ou pris peut-être. C'est parce qu'à l'époque, en 1979, par la voilà. première réforme de la fiscalité, il a voulu revenir. Parce qu'à l'époque, le deal, c'était, d'accord, vous reprenez ça, gouvernement du Québec, mais en échange, vous nous donnez l'exclusivité du champ foncier. Ça, j'en ai pas parlé, mais l'exclusivité du champ foncier, en ce moment, le principe est pas mal atteint avec la taxe scolaire qui prend de plus en plus d'importance. Et le dernier budget du Québec qui abolit certaines péréquations aux commissions scolaires et qui va faire en sorte que les taxes scolaires vont augmenter très fortement dans certains secteurs. Ailleurs qu'à Montréal, oui, effectivement. Montréal, justement, il n'y a pas de plafond. Exact. Parce que la valeur foncière est Là, on ne vous enregistre Tout à pas, fait. M. Hamel. Vous avez parlé dans le micro. Non, pardon. Ça, en soi, c'est un des cas où Montréal était très lourdement désavantagé. Partout ailleurs qu'au Québec, les commissions scolaires atteignaient le 30 sous. Et tout à fait. au-delà de ça, Québec compensait. Sur l'île de Montréal, jamais on atteignait le 30 sous. Bref, jamais on payait toujours plein pot Le 35 pour la sous. taxe scolaire. Alors, ça, le fait d'abolir ce remboursement ailleurs qu'au Québec, c'est un avantage pour Montréal. Parce qu'on voit c'est un avantage, je dirais, tout à fait relatif. Ça veut dire que les autres vont être aussi pires que vous, que Montréal, Ouais. mais pour moi, ce n'est pas vraiment un avantage. Un avantage, ce serait qu'à Montréal aussi, qu'on pense et que la taxe scolaire prenne moins d'importance. Parce que là, la taxe scolaire, elle prend de plus en plus d'importance. Il n'y a pas vraiment de reddition de compte, ou peu en tout cas. Le citoyen, là, quand il reçoit son compte de taxe scolaire, habituellement, s'il ne connaît pas trop ça, il pense que c'est la ville là, qui vient de lui envoyer parce qu'il a reçu son rôle juste avant. Donc, habituellement, il fait le lien entre les deux. Il pense que c'est parce que sa valeur a augmenté, que son compte de taxe scolaire augmente, donc c'est la faute de la ville. Puis, il pose des questions à son élu municipal. Alors, c'est ça. Donc, le deal de 1980, normalement, c'était ça qu'il prévoyait. Et tantôt, vous avez parlé du dernier congrès de la Fédération canadienne des municipalités auquel vous avez participé. Est-ce que vous sentez aussi qu'il y a une nouvelle relation qui s'établit avec le gouvernement fédéral? Vous avez parlé tantôt d'Ottawa. Alors, c'est quoi? Écoutez, il y a une volonté en tout cas, et il y a un premier geste avec le plan québécois des infrastructures, enfin pas le plan québécois, pardon, le plan, je trouve au Québec, le plan des infrastructures qui a été adopté dans le dernier budget fédéral, qui est un premier pas. Mais c'est sûr qu'il y a encore beaucoup à faire dans cette relation. Mais c'est sûr qu'au Québec, c'est un petit peu différent. Au Québec, c'est avec le gouvernement du Québec que ça se passe. Mais c'est sûr que le gouvernement fédéral a aussi un rôle à jouer dans certaines compétences qui relèvent des municipalités. Mais il n'y a rien de précis là, que vous voyez venir avec Ottawa? Non, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les représentations de la FCM vont aller dans le même sens avec Ottawa aussi. Pour la reconnaissance des municipalités comme un véritable ordre de gouvernement. Monsieur Beaulac, vous voulez vous identifier? Oui. Claude Beaulac, directeur de l'Ordre des urbanistes du Québec. Moi, j'avais certaines questions sur... Fort, Monsieur Beaulac. Certaines questions relativement à la perspective que les élus ont du rôle de la municipalité dans leur développement immobilier. Vous avez dit tantôt qu'il y a souvent une course en avant, une fuite en avant pour avoir des taxes supplémentaires. Pour avoir travaillé beaucoup... sur les coûts de développement, sur les ententes de développement, sur les impacts fiscaux de développement, je suis toujours encore surpris qu'aujourd'hui, ce sujet-là, sur comment on analyse le projet de développement, quelles sont les retombées fiscales, quels sont les enjeux au niveau des investissements futurs, c'est à peu près toujours inexistant dans les décisions municipales. Et de quelle façon cette réflexion-là a été portée aussi? Comment la ville partenaire de son développement, parce qu'elle investit autant que le promoteur immobilier, et en plus, elle va gérer le développement une fois qu'il va être réalisé, alors que le promoteur va avoir quitté la relation avec les citoyens. Comment ce rôle-là est perçu dans les municipalités? Comment les outils pour mieux analyser ce contexte-là de partenariat financier et de gestionnaire par la suite est pris en considération, au-delà là, des considérations de taxation et autres, mais aussi avec la base fiscale qu'on a actuellement sur l'impôt foncier? C'est sûr que ça évolue énormément. La preuve, c'est dans la région de Montréal, c'est le plan métropolitain d'aménagement et de développement, le PMAD. Je pense qu'il démontre
l'adoption du PMAD démontre qu'il y a vraiment une évolution de la façon de concevoir, d'imaginer, de faire du développement. Alors, il y a vraiment une conscience. Mais en même temps, il faut se mettre aussi à la place d'un élu municipal qui a son coffre d'outils. Hein. Puis, s'il veut faire des projets, si, par exemple, il y a une demande dans sa ville pour une piscine supplémentaire ou un terrain de soccer, ou, bref, la croissance de la population fait que il y a cette demande-là. Puis les municipalités, ce n'est pas juste pour donner des bonbons à leurs citoyens, mais ce qu'il faut voir, c'est que quand j'ai parlé du rôle dans le développement des municipalités, parce que les villes sont toutes en compétition pour attirer des personnes. Puis Montréal ne fait pas exception. La compétition se fait, oui, au Québec, mais elle se fait de façon internationale. Et une des clés pour le développement de Montréal dans l'avenir, c'est d'attirer des personnes qui vont pouvoir être de la main-d'œuvre qualifiée pour les entreprises, etc. Donc, pour attirer des personnes, il faut que les milieux de vie soient attrayants. Il faut que les milieux de vie soient intéressants. Et ce que les gens demandent, c'est d'avoir une activité culturelle intéressante, qu'il y ait des équipements sportifs, qu'il y ait un bon système de transport en commun, etc. Donc, il y a des fortes demandes, des attentes de la part des citoyens. Et dans le contexte du Québec, avec le peu de population qu'on a, comme pas le choix d'être très attrayant, de faire beaucoup d'efforts pour être attrayante. Tout ça pour dire qu'une ville qui veut être attrayante, ça demande des investissements, c'est pas gratuit. Oui, il y a des choses qui peuvent se faire sans beaucoup d'argent, mais quand même, à la fin, il y a des choses qui coûtent de l'argent. Et le seul moyen pour le faire, encore une fois, c'est d'avoir des nouveaux développements. Ben, malheureusement, parfois, il y a des choix qui vont être faits qui ne seraient peut-être pas les plus optimaux, mais qui, dans le contexte des outils actuels, vont être les plus optimaux pour pouvoir être une collectivité attractive. Mais c'est en train de changer, le PMAD le prouve. Juste pour aller là-dessus, c'est-à-dire que quand on fait l'analyse des impacts fiscaux des projets, quand on tient compte des services à la population, juste sur des modèles très normatifs, très sur moyenne, on se rend compte que, en tout cas, les études que j'ai faites depuis plus de 30 ans démontrent qu'à peu près 50 du développement immobilier résidentiel n'est pas rentable dans les municipalités. Très souvent, les municipalités, les citoyens actuels financent l'arrivée de nouveaux citoyens parce qu'on ne fait pas adéquatement l'analyse des impacts. Et on se dit, bon, là, on va avoir plus de taxes, mais on ne voit pas l'ensemble. On regarde uniquement les coûts d'infrastructure, puis on dit, bon, c'est bon. Alors qu'on ne regarde pas la sécurité publique, on ne regarde pas la sécurité, les loisirs, etc. Et dans plusieurs municipalités, c'est 20 de la facture totale des coûts totaux qui représentent les infrastructures. Alors qu'il y a des modes de financement aussi. Et là encore, au niveau des infrastructures, sur le financement, il n'y a pas de réserve dans le financement pour le renouvellement des infrastructures au bout de 25 ans, une fois qu'ils sont désuets. Donc, il y a une gestion, il y a une méconnaissance de la dynamique fiscale et financière des villes dans le développement. Et quand on en parle, disons, c'est un sujet un peu tabou, très souvent, parce les élus sont mobilisés pour avoir plus de revenus, les promoteurs, il y a une pression au niveau du développement parce qu'on dit que c'est le développement économique. Donc, il y a une espèce de discours un peu des fois qui est malsain, dans le sens que le développement économique qui, dans le fond, est pénalisant pour les citoyens eux-mêmes au lieu d'avoir une rationalisation du processus de développement qui permette un équilibre fiscal et évite justement de se retrouver dans des situations un peu trop corsées. Et ça n'empêche pas de faire des bons projets qui sont justement au niveau de la qualité de vie. Justement, très souvent, c'est de ces projets-là qui vont créer de la valeur immobilière davantage, qui va justement jouer sur une plus-value. Je ne dis pas qu'il faut juste faire des projets rentables, il faut juste analyser correctement le développement d'une ville en fonction des plus et des moins qu'on va gagner selon les types de projets qu'on fait. Et très souvent, c'est complètement absent au niveau. Comme urbaniste, je le sais aussi, dans les plans d'urbanisme, dans les schémas, cette analyse-là est tout à fait inexistante ou à peu près pas utilisée du tout. Et on n'a pas de stratégie de développement dans ce sens-là qui tienne compte de la fiscalité municipale. Et dans ce que vous m'avez présenté, je vous pose la question, c'est où ça dans la réflexion municipale actuellement? Ben, c'est sûr que c'est présent. C'est sûr que sur le terrain, les choses évoluent. Il faut voir que, ça c'était le thème de notre congrès cette année, l'élu municipal c'est avant tout un citoyen. Et il ne peut pas toujours aller plus vite que le citoyen. C'est-à-dire, moi je vous donne un exemple, les élus qui veulent faire de la densification, qui ont des projets pour mettre en place une nouvelle école dans un secteur ou une résidence pour personnes âgées. Ça, c'est le cas qu'on voit le plus souvent. C'est fou le nombre de fois où les villes qui veulent faire ça vont se retrouver avec un nombre suffisant de signatures pour aller à un référendum
et pour que le projet finalement ne puisse pas se mettre en œuvre à cause de phénomènes tels que le pas dans ma cour, etc. Donc, c'est sûr que les municipalités peuvent prendre une partie du blâme, de la responsabilité, elles ne font pas tout parfaitement. Il y a des choses à améliorer dans les pratiques de gestion, les choses évoluent, puis il faut aller dans ce sens-là. Et c'est ce qu'on va faire, par exemple, avec le bureau d'évaluation des prix. Ça sera un outil pour essayer de faire de la formation, améliorer les pratiques dans le milieu municipal, mais il faut aussi voir qu'avant tout, il y a aussi l'acceptabilité sociale qui est toujours présente, quel que soit le projet. Et quand on fait des projets de densification, et souvent, il y a cette problématique à gérer, puis souvent, on est obligé aussi de gérer ça. Donc, encore une fois, c'est une question d'équilibre. Moi, je suis quand même assez optimiste parce que je vois qu'il y a beaucoup de projets de TOD, notamment dans la région de Montréal. C'est un concept qui, il y a encore 10 ans, n'était pas très présent ici, mais de plus en plus, les gens trouvent ça intéressant. Donc, les choses évoluent. La société nord-américaine a été conçue avec l'automobile. Je veux dire, on paye tous pour ça aujourd'hui, mais en même temps, ça fait partie des mœurs. Les gens utilisent leur automobile. Donc, ce n'est pas les élus municipaux tout seuls qui peuvent changer ça. Je veux dire, il faut composer. Un élu, c'est ça, c'est un citoyen qui a une responsabilité de représenter ses citoyens. Donc, oui, il faut qu'il assume un leadership. Mais il ne peut pas aller, on ne faut pas lui demander d'aller beaucoup plus loin que là où est rendue la société en Amérique. Est-ce que l'un ou l'autre des panélistes avait une opinion là-dessus? Comment on intègre, par exemple, les coûts actuels qui ne sont pas nécessairement directement reliés au projet, qui sont périphériques? Comment on les intègre dans les analyses pour faire l'évaluation de l'intérêt de certains types d'investissements? C'est un peu la question que Claude Beaulac pose. Vous n'êtes pas supposé réagir tout de suite, mais je pense qu'on va se le permettre. On a commencé 10 minutes plus tôt. Alors, M. Hamel. C'est comme, c'est comme des écologistes qui rêvent que tout serait réglé par magie si on tenait compte des impacts à long terme et ailleurs, des actions ici maintenant. On peut rêver, mais le fait est, comme dit monsieur, en fait, de façon bête, il ne faudrait pas qu'une municipalité accepte une nouvelle maison qui soit en dessous de la valeur moyenne des maisons du territoire, sinon tout le monde cotise pour accepter le nouvel arrivant. Mais bon, dans les faits, à court terme, c'est payant, parce qu'à court terme, ça augmente l'assiette foncière. Puis ça, je veux dire, c'est comme l'addiction au sucre. Je veux dire, ou à n'importe quel don. Je veux dire, on peut rêver que quelqu'un se réveille un jour et tienne compte des impacts à long terme. Mais vous autres, dans vos évaluations, les universitaires, est-ce que vous avez des méthodes qui vous permettent d'intégrer ce... En théorie, ben oui, mais c'est facile, mais je veux dire, ça ne change pas les actions concrètes, ça. Tant il y a aussi longtemps qu'il n'y a pas des sanctions ou des avantages à faire différemment, les gens ne sont pas bêtes, les gens ne vont pas à l'encontre de leur intérêt à court terme. Tantôt, vous avez parlé d'incitatifs. Moi, oui. Je peux vous dire que j'ai fait des études pour une municipalité de la banlieue de la région de Montréal, dans la région de Montréal. Fort, M. Beaulac. J'ai fait des études à un moment donné sur le développement, justement la rentabilité du développement dans une municipalité de la région. Et là, c'était à 80% du développement qui était non rentable. Et là, les élus se sont dit, mais là, ça n'a pas de bon sens. Et on a rencontré les promoteurs immobiliers. On s'est dit, bon, écoutez, là, la ville, bien prête pour le développement, mais le développement que vous amenez coûte de l'argent aux contribuables. Comment on va resserrer les normes? Et on est arrivé à un moratoire pour revoir un peu de la façon dont on redéveloppait la ville, pour que ça ne soit pas juste les nouveaux arrivants qui disent « OK, on a un logement abordable et c'est gentil », mais que finalement, dans 10 ans, ils payent énormément plus de taxes qu'ils devaient payer et tout le monde le paye. Il y a une logique aussi dans la fiscalité municipale qu'il faut utiliser aussi avec les moyens. On n'a pas encore d'autres choses. Il y a aussi des petits à côté où on a fait des ententes de développement qu'on allait plus loin que les infrastructures aussi. Donc, il y a des ententes de développement qui sont à développer. Mais il y a un moyen, quand on commence à mettre les chiffres un peu avec des gens qui sont conscients des impacts que ça a et ce que ça amène, bien là, il y a une réflexion plus profonde qui se fait sur le contrôle du développement et sur les normes et sur la façon dont on fait le développement. Monsieur Meloche, avez-vous... Les gens de la ville de Montréal aussi, si vous avez des réactions, je ne vous gênez pas. À un moment donné, je vais revenir auprès de vous pour que vous nous rappeliez le cadre financier. On pourrait faire ça peut-être après la pause. Monsieur Meloche, avez-vous une réaction, vous là-dessus? Un petit peu de son pour Monsieur Meloche? Oui.
travaillé dans ce domaine-là pendant longtemps. On sait à quoi ça sert. Les municipalités sont toujours prises avec l'illusion budgétaire. Plus le budget est gros, mieux c'est. Donc, on regarde la ligne des recettes, puis on ne regarde pas la ligne des coûts. Puis à ce moment-là, on essaie de faire du développement, mais on ne mesure pas l'impact du développement. Donc, ce n'est pas une question que les technologies n'existent pas ou qu'on n'a pas les connaissances, c'est juste qu'on ne le fait pas. La réalité, c'est qu'on ne le fait tout simplement pas. On va avoir un gros budget, donc les promoteurs arrivent, les promoteurs sont gentils, aimables, ils ont des beaux projets, puis ça va être beau, puis ça va être intéressant. On ne mesure pas l'impact, tout simplement. D'accord. Merci, M. Boulac. M. Baudet, identifiez-vous, s'il vous plaît. Oui, Gérard Baudet, professeur à l'Institut d'urbanisme. Pour faire un peu de millage sur cette dimension-là, c'est un des facteurs qui explique l'évasion fiscale. C'est-à-dire qu'on peut faire du développement en deçà des coûts réels et on attire des gens qui se disent, la municipalité qui offre des services, elle nous charge cher, le voisin nous donne les mêmes services parce que c'est le voisin, mais ça coûte beaucoup moins cher. Compte tenu de la nature du membership de l'UMQ, comment est-ce qu'on peut discuter de ces problématiques-là qui sont transversales, qui sont en chevauchement sur les découpages municipaux et qui pourraient mener, par exemple, à examiner l'hypothèse des transferts de droits de développement, où on dit tu peux te développer, mais il y a des services que tu n'assumes pas, le voisin l'assume, il va être compensé. Où est-ce qu'on pourrait discuter de ce genre de mécanique-là à partir du moment où j'imagine que si on avait mis ça sur la table à l'UMQ, le livre blanc n'aurait probablement pas été adopté. Madame Beckman, on vous écoute. On a consulté M. Baudet dans le cadre du livre blanc, donc ce n'est pas nouveau pour nous comme débat. Ce n'est pas évident. C'est sûr que d'essayer, c'est toujours pareil. Quand on essaye de partager une petite tarte entre personnes pauvres, c'est très difficile, hein, que ce soit des humains ou des institutions, c'est très difficile que les gens s'entendent, puis chacun essaye d'aller chercher le maximum pour ses citoyens, encore une fois, parce qu'il y a des attentes des citoyens, puis je veux pas, évidemment, moi je représente des élus, là, vous vous en doutez bien, mais en même temps, ce sont des humains, puis ils ont été élus par leur population, de leur territoire, de leur ville, puis défendre les intérêts de leur population. Et quand il y a des attentes, ils essayent de trouver les moyens pour répondre à ces attentes. Alors maintenant, si on veut qu'ils en donnent aux voisins, c'est pas facile. C'est leur demander, c'est un peu contre nature, c'est contre le processus démocratique où ils sont là pour représenter leurs citoyens. Alors il faut trouver d'autres façons. Puis moi, j'ai toujours plus l'approche incitative. Il faut trouver peut-être des façons incitatives. Puis encore une fois, le cadre qu'on propose, nous, d'agir sur ces trois fronts-là, permettrait au final d'arriver probablement à ces résultats, en tout cas de meilleurs résultats. Mais c'est sûr que tant qu'on n'a que la taxe foncière comme source de revenus, ça produit ce genre de résultats. Puis si on assoit des gens autour de la table pour dire « veux-tu en donner aux voisins ?» c'est pas facile. Alors, M. Reside, vous allez avoir la dernière question avant la pause. Mais j'ai trouvé ça intéressant, la redevance sur le coût des infrastructures dans l'avenir, parce que personnellement, c'est la première fois que j'entends parler de ça, parce que, et quand on dit la nature humaine est de ne pas payer cher quand on construit dans un champ, parce que dans un champ, il n'y en a pas de service. Mais qu'est-ce qu'on fait 20 ans après? On demande les services. C'est ça ce que le monde dit, que c'est quand même... Si on incluait l'ensemble des coûts de développement, parce que peut-être 10 ans après, ils demandent une épicerie, 20 ans après, ils demandent un poste de police, 30 ans après, ils demandent une école, et une CLSC et un hôpital. Et c'est nous, ici dans la salle, qui finançons tout ça, parce qu'il n'est pas payé cher, parce qu'il est bâti dans un champ. C'est ça le problème, non? Oui et non, dans le sens où ces personnes-là, il faut quand même les mettre quelque part. Ce que je dis toujours, c'est que quand ce concerne les écoles, les hôpitaux, etc., c'est lié à la croissance de la population. Donc, que la population soit dans un champ ou en plein centre-ville, vous construisez une grande tour aux 20 étages, ça va prendre des écoles de toute façon. Des hôpitaux, et ils sont déjà là, et ils sont motivés. Ils sont pas mal surutilisés. S'ils étaient sous-utilisés, je serais d'accord avec vous. Mais en tout cas, en ce qui concerne les hôpitaux, ils ne sont pas sous-utilisés. Donc ça, je dirais, peu importe en fait, sauf si vous me disiez que quelqu'un est installé dans le Grand Nord, là, puis qu'il fallait construire beaucoup, mais à la rigueur, tant mieux pour eux. Mais ce n'est pas tant la localisation pour ça, pas beaucoup. Les impacts, c'est plus sur le transport. C'est vraiment le transport qui est impacté par ce genre de décision. Et là, effectivement, je pense qu'encore une fois, le PMAD adopté par la CMM démontre une volonté
d'agir pour répondre à ces problématiques, puis d'avoir de meilleurs développements. Alors, écoutez, Madame Bachmann, vous restez avec nous? Je pense que c'est à peine amorcé. Là, on va entendre ce que nos 3 autres panélistes ont à dire. On s'arrête pour une quinzaine de minutes de pause, puis on revient. Merci, Madame Bachmann.